mois, en tout début d'année. Avant, on s'appelait Technique Topo, donc peut-être que certains ont déjà travaillé avec nous sur l'un ou l'autre projet. Donc je vais présenter rapidement la société. On a donc 12 agences en France. En gros, ça fait un croissant qui va de plus à l'ouest, Chartres. En passant par Paris, on a 4-5 agences, et en descendant, on a sur Dijon, Lyon, et on va jusqu'à Annecy. Et il y a un classement qui est paru, une étude qui est parue il y a un mois ou deux, qui nous mettait dans les 3 plus gros cabinets de géomètres experts en France. Je crois que c'était par chiffre d'affaires, donc on a un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2016 qui grimpe pas mal, et l'activité ne cesse de grandir. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous actuellement en ce moment, mais nous dans le monde du géomètre en tout cas, on voit un vrai relan d'activité. Et tout le monde est un peu débordé, et on le voit notamment sur Internet avec les recrutements, il y en a partout, tout le monde cherche, et actuellement il n'y a pas assez de géomètres qui sortent des écoles. Donc si jamais c'est une petite avance qu'on passe à envoyer des enfants dans les écoles se former au métier de géomètre, il y aura du boulot derrière. Donc on a des technologies qu'on estime assez à la pointe, avec 10 scanners 3D. Ça fait depuis 2007 qu'on a des scanners. On a commencé avec les tout premiers scans Leica, les scans station. Et depuis, maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. C'est quelque chose qu'on utilise pour quasiment tous nos chantiers. Et on a notamment un scan dynamique. Voilà, c'est surtout celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui, qui nous permet de relever des kilomètres de voirie par jour. Même en intérieur, on a fait des parkings, ce genre de choses. On arrive à se débrouiller, à recaler tout ça comme il faut. Donc voilà, on utilisera tout à l'heure pour le petit bout de présentation d'InfraWorks un scan qu'on a fait au scan dynamique. On est 13 géomètres experts dans la société, et on a ouvert depuis juillet un vrai pôle innovation qu'on n'avait pas actuellement. On essayait chacun de mettre un peu du sien, etc. C'était un peu désordonné, donc on essaye un peu d'ordonner les choses. Et je suis donc passé responsable du pôle innovation avec un collègue qui s'appelle Philippe Barthélémy, qui avait créé à l'époque la société Iconem, qui fait du drone, que peut-être vous connaissez. Ils sont passés pas mal pour des chantiers assez spécifiques qu'ils ont fait à la télé, etc. Donc il a quitté la société, il est désormais avec nous. Et donc on a une activité drone qui est née un peu de zéro, et qui est partie sur 5 drones comme ça qu'on a acquis d'un coup grâce à Philippe. Et on a quelques chantiers drones assez intéressants, et on va aussi essayer de combiner notamment les nuages de points qui viennent du scan 3D, aussi bien fixe que dynamique, avec le drone, puisqu'il y a des logiciels qui permettent maintenant de faire ça. Et on est actuellement en phase d'expérimentation. Si je descends un tout petit peu, qu'est-ce qu'on a comme chiffre également? On a 54 ans d'expérience, voilà, c'est une société qui est assez ancienne. Et voilà, donc il y a quelques statistiques. Là, je suis sur le site internet, donc si jamais vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à y aller. Donc c'est TT Géomètre Expert, on a tendance à nous appeler TT GE aussi, on cherche encore un peu le nom. Et j'ai vu que tu avais mis TT Géomètre, donc ça c'est un nom qu'on n'avait pas encore vu, mais c'est... C'est bien, non? Voilà, pourquoi pas, on peut faire ça aussi. Je vais peut-être vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on fait. Donc je vous ai parlé du drone. On a un pilote de drone ici avec nous. Donc on a fait récemment, ce que vous voyez ici, c'est une orthophotographie que j'ai insérée dans AutoCAD Map, grâce à une commande qui s'appelle Map Insert. Je crois qu'elle n'existe pas dans AutoCAD. Elle permet d'insérer une orthophotographie géoréférencée directement à son emplacement. Et donc voilà le genre de choses qu'on peut faire qui intéressent nos clients. C'est là ici on est dans le Bordelais, c'est un château qui s'appelle Loville-Barton, pour ceux qui sont amateurs de vin, c'est assez réputé. Et donc on a une orthophoto, si jamais on zoome dessus, on a un pixel, on peut aller assez loin dans le zoom, on a un pixel qui est de l'ordre de ici entre 4 et 5 cm. On a fait des orthophotos qui étaient un peu plus précises, on monte jusqu'à 2 cm du pixel sur des grandes photos, et puis sur des éléments un peu plus précis, on peut aller encore un peu plus loin. J'ai pas mal d'écrans ouverts en même temps. Je vais aller voir directement une orthophoto qu'on a recréée très récemment sur l'hôtel de ville de Reims. Donc là, c'est le même procédé, c'est également une orthophoto, mais ici on est à un pixel qui est un peu plus précis. Vous voyez que je pars de la façade en entière, et je peux zoomer jusqu'à lire les écritures qui sont là. Donc là, on a un pixel qui est de l'ordre de, on va dire, 2 cm cette photo. Donc ça permet assez aisément de recréer des plans de façade. Ici, c'était le but, c'était de sortir les orthophotos et de faire le plan. Donc on pourrait très bien utiliser le nuage de points, mais on a des résultats qui sont encore meilleurs avec le drone. Voilà, donc c'est des choses qui sont quand même assez précises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment à poser.
Alors logiciel, il en existe plusieurs. Nous, on en utilise un qui est en train d'émerger. C'est pas Pix4D. De connus, il y en a d'autres. Il y a Bentley aussi, Photoscan. Voilà, il y en a plusieurs. Alors il fut un temps où pour la photogrammétrie, il était utile d'avoir son propre logiciel quand vraiment les drones commençaient à émerger. Et maintenant, c'est fini. Tous les logiciels du marché ont rattrapé et ils sont à peu près tous équivalents. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y avait une façon de faire au drone plutôt que de faire terrestre. C'était demandé au drone pour ils voulaient des orthophotos et pour faire ces orthophotos aussi de cette qualité-là, c'est impossible de sortir une orthophoto comme ça avec un scan 3D, avec autant de précision. Pour le château que je vous ai montré tout à l'heure, on a également fait un modèle 3D. Donc là, c'est un modèle qu'on a importé dans Sketchfab. C'est une plateforme qui est assez connue pour importer des modèles 3D. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas capables d'utiliser des modèles de plus de 500 mégas. Donc on est obligé de réduire la qualité du modèle. Donc c'est dommage, mais malgré tout, le résultat est assez intéressant. Et ça, on a donné ça à l'architecte qui a fait son projet de réhabilitation et qui l'a utilisé pour présenter au client, donc qui était le propriétaire du château. On a des résultats qui sont assez parlants très vite. Et on est en train de réfléchir à la manière d'intégrer ça avec des maquettes 3D et de profiter de la création d'un vrai socle topographique très réaliste pour l'implémenter avec des éléments plus techniques. Là, le seul inconvénient de ça, c'est que c'est beau, mais c'est mort. On n'a pas d'informations plus que ça. C'est un ensemble de maillages, de pixels. Et donc voilà, c'est pas intelligent comme modèle, on va dire. Alors on a toutes les infos qu'il faut. Ce modèle-là, je l'ai, je sais pas qui a posé la question. Ce modèle-là, je l'ai aussi en nuage de points, puisque quand on fait la reconstruction photogrammétrique, on passe d'abord par la construction du nuage de points, ensuite le nuage de points dense, et ensuite le maillage et enfin le texturage. Donc j'ai le nuage de points qui est géoréférencé, et je peux avoir toutes les attitudes. Donc en fait, ça dépend. Si j'ai besoin techniquement d'un élément, je vais plutôt aller chercher le nuage de points, qui est la même chose que ça, à peu de choses près. Et si j'ai besoin de faire vraiment quelque chose de joli, je vais utiliser le maillage. Mais à peu de choses près, c'est la même chose. Bah, ça veut dire que par rapport à une maquette Revit ou n'importe quoi, là si je clique sur mon modèle, c'est juste un modèle global, c'est tout. Donc j'ai pas d'infos, je peux pas isoler un bâtiment en cliquant dessus par exemple. On pourrait imaginer des traitements supplémentaires pour le faire, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, le but vraiment, c'est de faire quelque chose de joli et c'est plus commercial qu'autre chose. En tout cas, voilà, ça donne des résultats qui sont pas très compliqués à obtenir et qui sont quand même assez intéressants. Est-ce qu'on peut utiliser ce modèle-là pour intégrer dans la simulation ? Alors justement, on a fait une présentation hier à un client qui était intéressé par ça justement. Donc là, par exemple, on pourrait très bien imaginer ici d'avoir un bâtiment en projet et de le superposer. Alors modifier le maillage, c'est un peu compliqué, ça se fait, mais on peut effectivement l'utiliser comme socle et c'est ce qu'on voudrait faire dans le futur. Ouais, tout à fait. Ou au moins utiliser le nuage de points, parce que finalement le nuage de points, il est tellement dense que si on zoome pas et qu'on voit pas qu'on n'arrive pas à la taille d'un point, on a l'impression que c'est un maillage quasiment à peu de choses près. On a également, alors ça c'est le premier volet qu'on voit quand on fait du drone, c'est de la vidéo hein, typiquement, c'est encore une fois c'est le même endroit. Alors peut-être qu'il va réussir à charger, c'est de la 4K, on arrive à faire de la 4K 60 fps, donc on a des résultats qui sont assez saisissants et c'est le même chantier mais d'une manière différente. Donc on a été capable là, sur ce projet-là de fournir à notre architecte tout un tas d'éléments, des vidéos, des modèles, des nuages de points. On a fait à partir de l'orthophoto, on a sorti le plan aussi, donc qui n'est pas aussi détaillé que si on avait fait tout le relevé de manière habituelle pour un géomètre avec une canne et des appareils, mais on arrive quand même à sortir quelque chose d'assez complet, assez intéressant, et surtout que là, pour tout ça, on a un jour de traitement, 2 demi-journées pas de traitement, mais de capture, pardon. Donc si on avait dû faire ça de manière classique, on aurait mis beaucoup plus de temps. Voilà, donc c'est des résultats qui sont assez intéressants. Et voilà, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais si vous avez des questions sur le drone, n'hésitez pas. De combien la surface ? Alors j'ai pas la surface, ça doit faire à peu près, je dirais 400 mètres sur 250 mètres, je pense. Non, c'est pas extrêmement grand. Il faudrait en fait que j'ouvre le nuage de points, je peux regarder, je vous dis ça de tête, mais j'ai plus vraiment l'idée de... Attendez, je l'ai ouvert sur AutoCAD Tubet, je peux vous le donner. Vraiment, si tout s'est inséré comme il faut, je fais une petite distance. Et bien sûr, je ne suis pas en mètres, donc il faudrait faire la conversion. Voilà pour ça, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais vous montrer maintenant quelque chose qui nous intéresse un peu plus, c'est notre scan dynamique.
Donc le scan dynamique, je ne sais pas si tout le monde connaît ou s'il y en a qui ne l'ont pas vu encore. Donc l'intérêt d'un scan dynamique, c'est que c'est la même technologie que pour un scan fixe. Les scans fixes, c'est Faro, c'est Leica, c'est Trimble, etc. Sauf qu'ici, on a une technologie qui est couplée à notre véhicule et qui calcule la trajectoire en temps réel et on reconstitue un nuage de points de la route ou de l'élément qu'on va mesurer, sachant que plus on roule vite, forcément moins il y aura de points, et plus on roule lentement, plus le nuage sera dense. On couple ça également à des appareils photo. Alors ici, on a quatre appareils photo de qualité assez moindre. On en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est assez compliqué de coloriser les nuages de points à partir de photos. Il y a des choses qui se font. Là, on va changer notre système. Enfin, le système scan restera le même, mais on va le coupler à une Ladybug. C'est une caméra 360 degrés qui nous permettra également, au fur et à mesure qu'on recalcule le nuage de points, d'avoir un Street View en fait en temps réel. Là, à l'heure actuelle, quand on modélise, on utilise Street View. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est la capture de notre Ladybug et ça nous permettra d'avoir vraiment un Street View du moment où on a été sur le terrain. Parce que si on va sur le terrain et que le Street View de Google date de 1 an et demi et qu'entre-temps il y a des travaux, forcément ça colle plus. Donc l'intérêt il est là, c'est de pouvoir relever des zones très denses, des autoroutes, des villes, sans arrêter la circulation. À l'époque, on devait aller relever une autoroute, et ben, il fallait qu'on demande un arrêt de la circulation, on y allait souvent la nuit. Là, ici, on peut aller dans le trafic, alors on essaye de profiter, on ne va pas y aller forcément un 15 août quand la circulation est blindée, mais on va y aller la nuit ou ce genre de choses. La nuit, le signal laser, le retour du signal laser est encore meilleur, donc pourquoi pas y aller la nuit. Et ce qui nous arrive aussi, c'est que la gendarmerie vient derrière nous, ralentit un peu le trafic, mais n'arrête pas pour autant. Donc nous, on est devant, ça fait qu'il n'y a pas d'autres voitures qui apparaissent sur le nuage de points. Donc on peut tout relever sans problème, et puis le trafic est juste ralenti, mais il n'est pas arrêté pour autant. Alors on essaye de ne pas dépasser 70-80 km/h, puisqu'au-delà, le nuage de points serait un peu trop éparse, mais voilà, en ville, on peut descendre à 30-40 sans problème. Sur l'autoroute, c'est vrai que si on est dans la circulation, descendre à 40 km/h, ce serait dangereux, donc on ne peut pas le faire, mais on peut descendre à 70-80, voire un petit peu plus. Ça dépend du travail qui nous est demandé, de la précision aussi. Sachant que là, on arrive à atteindre des précisions, puisqu'il y a un récepteur GPS qu'on voit ici, là, au-dessus du scanner, on atteint des précisions qui sont de l'ordre de on va dire de 2-3 cm si on fait le travail de manière très précise et qu'on a des points de recalage au fur et à mesure. Ça, on peut faire ça. On a un signal GPS donc qui est couplé avec, je crois que c'est Orphéon, le signal, qui nous permet d'avoir quelque chose, on va dire, de l'ordre de 4-5 cm. Mais si on veut aller au-delà, on va remettre, nous, des points de calage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une trajectoire. Et contrairement à un scan fixe où on recale les scans les uns par rapport aux autres, ici, on va corriger une trajectoire pour régénérer un nuage de points de manière plus précise. Voilà, donc on obtient des choses quand même assez intéressante et de manière assez précise, beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait faire auparavant. Donc là, on parle de kilomètres de voirie relevés en une journée, où avant on passait des quelques centaines de mètres par jour. Et le poids d'une image prise par rapport à ce que je connais, ça donne quoi? L'orthophoto que je vous ai montré, en fait, plus on va avoir un pixel petit, plus ça sera grand. L'orthophoto que je vous ai montré, ça se compte en gigas quand même. Donc on a ce problème-là à l'heure actuelle, c'est qu'on fait des super orthophotos, on est très heureux, et puis on les donne aux clients, et puis ils nous disent c'est bien, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà, là on est en train de travailler sur une plateforme en interne pour pouvoir diffuser plus facilement les éléments et les afficher sur un serveur, plus que voilà, parce que nous c'est très bien, on a les ordis qui vont bien avec des super grosses cartes graphiques parce qu'on en a besoin, mais c'est vrai qu'il faut se placer du point de vue du client, et quand on lui donne quelque chose et qu'il n'est pas capable de l'ouvrir, c'est un peu problématique. Alors on arrive à résoudre le problème en passant par AutoCAD, qui, de manière assez impressionnante, ouvre parfaitement bien les grosses orthophotos. Donc on les met dedans, et là, ça résout le problème du client. Quand il est AutoCAD, il arrive à l'ouvrir, donc il n'y a pas de souci. Ou on lui fournit le nuage de points qui lui permet de l'ouvrir sur Recap. Alors quand ils ont une DSI, c'est un peu compliqué de leur faire installer Recap, mais sinon ils arrivent à s'en sortir assez facilement. Ou le modèle 3D, comme je vous ai montré sur SketchUp, où là c'est juste un lien Internet, ils ont juste à cliquer et ils accèdent directement à la plateforme. Oui. Vu les précisions que vous annoncez avec ces acquisitions, oui. etc., en ville, oui. Je pense notamment, est-ce que vous proposez par la suite des pistes pour des établissements de PCRS? Alors tout à fait. Le plan cadastral, oui. Le plan de corps de rue, pardon, simplifié. Oui, je vois tout à fait. Alors le PCRS, on en a entendu parler beaucoup à un moment, c'est un peu retombé. On suit le PCRS d'assez proche. Et oui, tout à fait, ça peut faire partie des méthodes de capture pour réaliser un plan PCRS, tout à fait. On a le nuage de points, après on en fait ce qu'on veut. D'ailleurs, peut-être qu'InfraWorks permettra d'aider l'établissement de plan PCRS. C'est plans de corps de rue simplifiés, c'est les plans qui vont servir notamment de fond de plan pour tout ce qui est réseau.
Je connais pas l'utilité finale et toutes les utilités qu'ils veulent en faire, mais je sais que ça c'est une utilité. C'est un plan à l'échelle d'une ville. Je sais pas si c'est chaque commune qui est chargée de fournir le PCRS de sa commune. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. C'est pas exactement en tout cas, mais oui, c'est un plan simplifié. Voilà, c'est ça, c'est un cadastre. Une précision décimétrique. Alors il n'y a pas la notion de parcelle, mais c'est tout ce qui est le domaine public avec la mairie, etc. Voilà. Et donc il y a quelques lignes, mais on va pas. Il peut y avoir quelques points d'alti, mais c'est quelque chose de vraiment simplifié. Je pense que c'est une. Alors je sais pas si c'est une obligation, je pense que c'est une recommandation gouvernementale. Alors je sais pas trop exactement qui a induit ce PCRS. C'est censé être des plans de référence après pour faire lorsqu'il y a des travaux à réaliser, on est censé avoir les données à une meilleure précision que ce qu'on a aujourd'hui. Des fois aujourd'hui des données on n'en a pas du tout pour certaines zones. C'est censé être une référence pour avoir exactement les largeurs de rue et vraiment la partie. Alors je crois que ça se limite à la partie publique. Oui, c'est ça, c'est le domaine public. Donc c'est les plans qu'on est censé pouvoir récupérer lorsqu'on a il y a des travaux à réaliser dans l'emprise publique. Donc l'idée c'est d'harmoniser tout ça et d'aller vers une qualité homogène des données qu'on peut récupérer sur la partie publique. Donc tout est bien calé en termes d'échelle, de standardisation, de nom d'objet. Il y a un cahier des charges assez. Ouais. Voilà, sur Internet, je pense que tout ça, c'est. Oui, on retrouve tout le cahier des charges pour réaliser le PCRS. Oui, excusez-moi, Pascal Mandati, j'aurais une question. Oui. Allô ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, c'était pour les nuages de points, quand vous les faites vous relever. Oui. Comment est-ce que vous pratiquez pour en fait discriminer la végétation du terrain naturel ? Par exemple, pour les ouvrages, quand on a besoin d'un nuage de points, dernièrement j'en ai reçu, Oui. et en fait, il n'y a pas de différenciation entre les points caractérisant la végétation qui masquent le terrain et le niveau du terrain lui-même. Alors que moi, c'est plutôt le niveau de terrain qui m'intéresse. On parle sur de la voirie ou sur tout type de chantier ? Pour tout type de chantier, là, particulièrement pour un ouvrage d'art, pour un pont, quoi. Donc le terrain qui l'environne, pour un pont qu'on doit élargir, par exemple, on a besoin de la forme du terrain de part et d'autre autour de l'ouvrage. Et donc on a reçu des scans 3D qui ont été faits. Et le problème, bon, ils sont très bien, hein, mais le problème c'est qu'en fait, il n'a pas été dissocié les points reflétant le niveau de la végétation de celui du terrain qui se trouve en dessous. Ouais. Alors il existe des logiciels et je crois qu'InfraWorks notamment traite une partie comme ça où il arrive à ressortir uniquement la voirie. Il existe des logiciels qui permettent de traiter ça, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un plan moyen et garder uniquement les points bas. Si le but c'est de créer un MNT par exemple, il y a 3D Reshaper par exemple qui fait ça. Ouais, qui marche très bien. Mais c'est vrai que alors je ne sais pas ce qui avait été demandé dans le cahier des charges, mais un géomètre de base, il ne va pas faire de classification, il va relever vraiment tout ce qui est visible et il va livrer le nuage de points comme ça. Alors nous, ce qu'on fait quand même, c'est qu'il y a un nettoyage qui est fait pour tous les points parasites, s'il y a des gens qui sont passés, qu'on est dans la rue, etc., ou des voitures, mais on ne va pas de base faire une classification du nuage de points. Il existe des outils pour le faire, mais ce n'est pas automatique. Ça peut être demandé à un géomètre d'enlever la végétation. Tout peut être demandé, tout à fait. Ouais. Alors, nous on utilise Recap pour nettoyer le nuage de points, qui est assez puissant pour ça et qui permet facilement de supprimer des points. Mais en automatique, voilà, 3D Reshaper fait quelques éléments. Mais voilà. Et lors du relevé avec le scanner, vous ne pouvez pas, lors du relevé, en fait, lui permettre de dire tout de suite, en fait, quel est le point du terrain naturel et un point caractérisant, par exemple, de la végétation. Non, c'est pas possible, c'est par un post-traitement. Non, oui, voilà, on ne peut pas faire ça sur le terrain. Le scan 3D va relever tout ce qui est visible. Alors, sachant que s'il y a de la végétation qui est au sol, s'il y a des hautes herbes, le point qui est le vrai terrain naturel, on ne l'aura pas, on n'aura que les herbes. Donc là, il faut passer par un relevé plus classique avec des points GPS ou des points au tachylomètre. Le validable, c'est laser. Oui. Oui. Oui, alors en télédétection, on peut avoir ça, on peut analyser ça. Moi, je l'ai vu plus sur la photogrammétrie plutôt plus que sur du scan. Sur du scan, l'intensité du retour laser, elle va dépendre aussi de la distance à l'objet. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile d'automatiser. Mais en photogrammétrie, on peut faire ça. On peut faire une classification automatique. Là, on a travaillé récemment sur un parc à Rosny-sous-Bois dans le 93.
On nous demandait d'analyser la végétation humide de la végétation sèche et plus morte. Et ça, la photogrammétrie avec un capteur sur notre drone, on peut mettre tout type de capteur. On a mis un capteur proche infrarouge et on sait que le proche infrarouge, la végétation n'a pas les mêmes retours que dans du capteur infrarouge, etc. Donc on a un capteur qui nous permet de vraiment analyser automatiquement certains éléments, notamment la végétation qui ressort de manière différente avec certains capteurs. Oui. En plus, on voit les logiciels automatique, de lignes caractéristiques pour inventer dans les logiciels. Peut-être, c'est l'AIS qui fait ça de plus en plus, mais chacun a sa place et la responsabilité aussi. Lorsqu'on demande à un géomètre une prestation sur un relevé lambda, c'est pas pour que le bureau d'études prenne lui la responsabilité, que l'outil qu'il va utiliser fera ce type de calcul automatique de classification, de ligne de modélisation qui vont m'aider pour mon MNT. Quand je mandate un géomètre qui fasse mon relevé, ou alors sauf ces entreprises qui elles le font, il prend aussi la responsabilité des données qu'il me donne en entrée. Et je n'ai pas moi à les manipuler. Sinon, je remets en cause sa responsabilité. Bien sûr, mais si on nous donne à faire ça et qu'on nous demande de... Ça, c'est à nous de le traiter. Nous, si on utilise des outils... Quand on demande une classification... D'accord. Pour une classification, on parle. Pour la classification, et quand on demande d'avoir l'extraction, on veut le modèle numérique de terrain, c'est sa responsabilité d'avoir bien sûr. enlevé... oui, bien sûr, mais ça, il n'y a aucun doute. Ah, bon, ça, après, c'est autre chose. Mais... non, mais voilà, vous faites un seul relevé, ça va, mais quand vous commencez à avoir un relevé aérien, je pense que celui qui était sur L2, ça ne vous coche pas. Vous avez un relevé aérien, plus un relevé terrestre, plus une campagne au sol, de véhicules embarqués, MMS, plus d'autres, et à la fin, ça ne serait pas très bien. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, moi je ne sais pas qui a travaillé là-dessus, mais effectivement, mais je suis d'accord que c'est la responsabilité du géomètre de faire en sorte que tout colle, tout à fait. Bien sûr, là il n'y a aucun doute là-dessus, et si vous doit vous fournir un MNT, c'est à lui, il ne peut pas se cacher derrière le fait, on ne peut pas dire c'est l'outil automatique, il l'a fait, et puis c'est la faute d'Autodesk, allez les voir, débrouillez-vous avec. Non, c'est la responsabilité. Nous, si on a des outils automatiques, on va les utiliser en connaissant leurs limites. On ne va pas se dire je lance le truc et puis après je livre et je contrôle rien du tout. À nous effectivement de livrer une donnée juste, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le cas dynamique, indépendamment de la végétation, comment est-ce que vous gérez les trottoirs derrière les stationnements? Alors, il y a du complément à faire. À des endroits, on va avoir du complément à faire, ça, il n'y a pas de doute. Quand il y a des zones avec beaucoup de véhicules garés ou des éléments qu'on n'arrive pas à voir, on fait des campagnes de reprise de points. Et ça on ne peut pas y échapper, effectivement. S'il y a des masques, il y a des masques et on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Mais malgré tout, le temps gagné est très très important. Il n'y a pas moyen de séparer sur la végétation du terrain normal. Il y a des outils qui permettent de le faire. Notamment, moi, c'est 3D Reshaper qui me met en tête, qui permet de vraiment sortir les éléments verticaux de ce qui est horizontal et de garder les points bas du MNT. Mais là, c'est pareil. Si on fait un automatique, on n'a pas vraiment l'assurance. Nous, si on fait ça, on va privilégier peut-être sur des petites zones, aller cliquer nous-mêmes les points au bon endroit et ressortir dans AutoCAD directement un semis de points à partir du nuage de points qu'on aura été créé nous-mêmes. C'est ce qu'on fait quand on fait actuellement quand on dessine de la voirie à partir d'un scan dynamique, on va le faire directement dans AutoCAD en allant nous-mêmes cliquer les points et on fait pas tout en automatique. Et justement, ça fait partie d'un objet de la présentation, c'est de nous aider dans l'automatisation de ce traitement-là. Donc si je descends un peu ce PDF, pour les chantiers qui sont un peu marquants qu'on a pu faire, on a fait pas mal de choses à la Défense avec les pas des aides de facto, notamment des parkings qu'on a relevés en entier. Donc on a un signal GPS, on rentre dans le parking, on perd le signal GPS, donc il y a une dégradation qui se fait au fur et à mesure de la trajectoire, qui a une déviation de plus en plus importante. Et on récupère à la fin, en ressortant du parking, le signal GPS. Mais on sait que dedans, forcément des erreurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un relevé plus classique à l'intérieur et on a recalé la trajectoire au fur et à mesure avec des points de calage. Et donc on ressort avec des précisions qui sont largement suffisantes. On a fait également là ici le circulaire. Donc pareil pour les tunnels. Les tunnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tunnel dans un sens et dans l'autre, et on a la courbe des écarts qui va augmenter dans un sens et dans l'autre, donc elles vont finalement se compenser un petit peu, et pareil, si le tunnel est trop long, on va mettre des points de calage au milieu du tunnel, de manière plus classique.
Pour la ville de Paris, on a fait voilà, des éléments, des places. Pour le Grand Dijon, on a mis notre sur le Grand Dijon, c'était le tram. On a mis le scan dynamique sur sur un petit chariot à l'arrière d'un petit buggy et on est passé sur les voies du tram et on a relevé ça comme ça. On peut tout à fait déplacer notre module et le mettre ailleurs. Pour Colas et Colas Rail, on a fait des relevés également. La DIRIF, voilà, on a des choses qui sont assez importantes. La Société du Grand Paris. Et récemment, on a fait pour la RATP, on a mis notre scan dynamique sur un wagon et on a relevé toute la ligne A du RER et toute la ligne B. Donc on est en train actuellement de traiter. Donc ça fait voilà, en une nuit, on arrive à récupérer l'ensemble de la ligne. Donc ça fait des grosses nuits bien chargées, mais ils sont assez satisfaits du résultat. Ça fait des nuits bien chargées et puis j'allais dire, je suis en train de faire des tests avec la machine, le Pegasus 2. En fait. Oui. Et c'est en termes de quantité de données. Il faut, oui, bien sûr. Ça, je pense qu'il faut pas hésiter à le dire. On a relevé 1 km avec le Pegasus, qui est une machine identique à celle-ci. Qui est le système Leica. Et le système Leica, pour 1 km de route, on a 2 km. Ça se compte en dizaines de gigas, voire en téraoctets de données. Alors d'accord, nous on n'a pas autant nous, sur notre système. Et après, on les fait passer dans Cyclone qui permet de récupérer ces données. Et il y a un travail de nettoyage, il y a un travail pour alléger le nuage, mais par contre, c'est vrai que ce sont des systèmes absolument extraordinaires. Oui, il y a beaucoup de traitements. Nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas tourné vers la suite. Quand on a acheté le nôtre, c'était le Pegasus 1 et on a préféré se tourner vers un système autrichien qui est Riegel, qu'on estimait plus précis. D'ailleurs, je crois que je ne sais pas combien il coûte le Pegasus 2, mais là, voilà, la version qu'on a vue, c'est 750 €. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, c'est quasiment le même prix. Le Pegasus 1 était moins cher. Je crois qu'ils sont un peu montés en gamme entre les deux. Et au moment où on a acheté le nôtre, effectivement, le Pegasus 1 était nettement en dessous du Riegel qu'on a acheté. Le Riegel, là, c'est le même qu'utilise la SNCF. On a la SNCF exactement le même modèle. Par contre, on est en train, justement, et je ne vais pas monopoliser la parole, on est en train de récupérer les nuages de points actuellement pour les mettre dans tous les outils, donc Autodesk, etc., pour commencer à comprendre comment on peut coupler tout ce qu'on fait en photogrammétrie relevée pour merger en fait les nuages. Alors, chez nous, c'est très simple. Tous nos nuages de points qui viennent d'un scan dynamique, d'un scan fixe, de photogrammétrie, ils finissent dans Recap automatiquement. C'est ce que j'utilise qui marche. Ils finissent dans Recap et on sait qu'après on peut l'utiliser dans Revit, dans AutoCAD, dans InfraWorks. Une fois qu'on a le Recap, on fait tout ce qu'on veut. Et on peut même le réexporter derrière vers n'importe quelle plateforme si on veut ressortir un E57, un PTS. C'est ce qu'on a trouvé de plus efficace. Voilà. Donc on croise les doigts pour que Recap était entièrement gratuit avec beaucoup d'outils il y a quelques temps. Et il commence à en fermer quelques-uns. J'espère que là j'ai vu que c'est la partie Recap Pro. Sur le Recap, pour la majorité des gens, ils utilisent juste le Recap normal pour l'afficher. Et là, j'ai vu qu'ils avaient passé, il y a un outil de section pour faire des zones et sauvegarder des zones. Voilà. Et ça c'est passé payant maintenant. Ouais. On peut pas garder un objet de Donc on croise les doigts. Oui. Oui, c'est sur la partie pour nettoyer et traiter les informations qui donnent. Cyclone, il va récupérer des informations qui viennent des scanners en fait, qu'on utilise soit le Pegasus, et on commence à faire effectivement des traitements d'alignement et d'alignement de nuages de points et de consolidation de nuages de points. Et après, on est obligé de passer par des récaps et d'autres softs qui permettent d'alléger. En fait, ma question, c'est que vous saurez que c'était Recap qui disait ça. Recap peut le faire, mais pas sur du scan dynamique. Non, sur du scan dynamique, Cyclone, en fait, Cyclone, c'est le soft qui permet d'aller chercher les données du scan dynamique et de les poser sur un PC pour pouvoir ensuite les exporter dans des... En fait, chaque scanner de chaque marque a son logiciel de calcul. Il va chercher Et ensuite, on fait un export et on l'importe dans Recap. C'est ce qu'on fait. Nous, peu importe d'où ça vient, la source finale, ce sera Recap. Ici, là, sur ce qui est demandé en fait par la RATP, quand on voit réalisation d'un plan topographique au 200e, c'est là en fait, eux, c'est pas le nuage de points qu'ils veulent. Ils veulent récupérer des plans classiques avec des lignes, des points, C'est ça. Donc là, de votre part, il y a tout un travail de reconstruction. C'est pour ça que j'avais fait des tests, moi, en prenant un nuage de points qui venait de là, d'essayer de détecter automatiquement via InfraWorks des éléments, et pour l'instant, il ne détecte pas encore les rails. Le jour où il fera ça, effectivement, il y a les fils de rails, il
des gabarits, autocaténaires, etc. Donc il y a pas mal de, il y a un gros travail à faire. Il y a du boulot. Ah oui, c'est une fois qu'on a fait la capture, on a fait un centième du travail. Ah ouais, ouais. Mais avant, c'était la moitié du travail, et maintenant, c'est quasiment plus rien, quoi. Donc, C'est toujours rentable en termes de délai, parce que si c'est un centième, bah, ça peut être du sud, donc possible en termes de délai, mais est-ce que le ratio justement acquisition qui est ultra rapide versus le temps de traitement, est-ce qu'il y a un gain quand même? Ah oui, tout, clairement. On est quand même dans... Le tout compris, il y a un gain, oui, clairement. Ça, c'est sûr. Une qualité, je pense, au global. En qualité, mais surtout, on a un nombre d'informations et une exhaustivité d'informations qui est bien supérieure à ce qu'on pouvait capturer avant. Quand on fait un relevé d'un bâtiment et qu'on le relève au scanner 3D, si demain le client m'appelle et me dit finalement j'avais besoin des luminaires, bah, pas de souci, je l'ai sur mon scan. Il me disait ça il y a 10 ans quand on y allait et qu'on faisait le relevé au disto. Il fallait y retourner pour reprendre. Là maintenant, j'ai toute ma base de données, j'en fais ce que je veux. À moi de la traiter. Ouais. Donc on fait également de la maquette numérique. On a fait depuis 1 an et demi, 2 ans qu'on s'est lancé là-dedans. On a dû faire une vingtaine de maquettes environ, Revit principalement. On en a fait également sur tout petit peu sur SketchUp. J'ai fait de la modélisation de voirie sur SketchUp. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas encore réinstallé SketchUp sur mon ordi. Donc ça, voilà, je ne vais pas vous le montrer là, c'est pas forcément intéressant. Par contre, juste un truc très rapide, puisqu'on en parlait tout à l'heure, intégrer une maquette qu'on a réalisée. Donc on a fait le nuage de points, là ici c'est pour un lycée, là, pour la région Île-de-France. On a été dans le lycée, on a fait tout le nuage de points, on a réalisé la maquette derrière, et maintenant c'est comment mettre un petit peu en valeur ce qu'on a fait. Et ben, on peut très facilement recréer le socle topographique avec InfraWorks et intégrer notre bâtiment dedans. Alors la grande discussion, c'est comment récupérer en automatique mon géoréférencement que j'ai fait dans ma maquette Revit et le faire en sorte qu'il aille au bon endroit. Donc il y a encore des discussions là-dessus dans InfraWorks, mais en tout cas, à grande échelle, on peut obtenir quelque chose de vraiment très rapide et de qualité. Donc là, nous, on l'a montré à la région Île-de-France, ils étaient assez convaincus. Et donc là, j'ai ici mon bâtiment qui vient de Revit, et je peux le replacer dans mon tissu urbain et avoir vraiment un environnement assez réaliste, on va dire. Alors si on s'approche et qu'on essaye vraiment, là j'ai fait des tests, j'ai juste mis des arbres juste pour voir vraiment très très succinctement, en 10 minutes j'ai mis quelques arbres et quelques petites voitures juste pour voir ce que ça donnait. J'ai adapté un peu les toitures pour qu'elles collent. C'est vrai qu'on peut avoir quelque chose de vraiment joli. InfraWorks pour ça, et on a regardé pas mal de solutions de logiciels, on va dire de SIG 3D à l'échelle d'une ville ou d'un de plus grande échelle que Revit. Ça fait partie des logiciels qui sont visuellement les plus jolis pour de la maquette. Voilà, donc là, c'est une application toute bête, hein, c'est un lycée qu'on a modélisé en 3 dimensions et qu'on intègre et voilà, avec des vues qui sont quand même assez intéressantes et qui donnent un point de vue un peu différent de ce qu'on a dans Revit. On peut aussi intégrer les nuages de points. On peut intégrer, là je pourrais mettre le nuage de points à un endroit, tout à fait. Ouais, je l'ai fait, oui. Ça marche super bien. Ouais. Réintégrer le nuage de points, c'est juste un truc. Oui, c'est vrai. Ça marche très bien. Comment Oui, il y a des traits rouges. Ah ça je sais pas, c'est peut-être une option. Non, ça c'est juste de la voirie. Ah ça, non, ça c'est le socle, c'est une surface topographique dans Revit qui a donné ça. Mais je pense qu'il y a une option quelque part, parce que là il y a de la transparence qui est activée. Donc peut-être qu'il y a une notion de... Après on peut aller assez loin, hein. On peut mettre... Ah oui, si, effectivement il affiche des lignes, je sais pas ce que c'est l'option là. J'ai mis des murs et il me met des traits rouges, est-ce qu'on peut l'enlever ça Ça doit être dans le style, je pense, du mur. Bon, on va... C'est la ligne de base, c'est le plan de base d'ingénieur. Ah oui, c'est ça. Ah voilà. Ah voilà, c'est plus joli tout de suite, effectivement. Bien vu. Donc voilà. Donc on parlait tout à l'heure de récap, je vais quand même vous montrer ce que peut donner un nuage de points de scan dynamique capturé avec récap. Avec le scan dynamique inséré dans récap, pardon. Donc là, on est à l'échelle d'un quartier, typiquement. Et ça, c'est quelques minutes de capture, juste le temps de rouler, finalement. Alors après, effectivement, il y a tout le traitement, on le disait, de recalage, etc., GPS, amélioration du recalage. On a une première trajectoire brute qu'on vient améliorer, etc. Mais on a quand même quelque chose d'assez qualitatif. Et j'ai énormément d'infos. Je vois... Là, mes plaques, je les ai, mes avaloirs, je les ai, j'ai mes limites, j'ai les murs pour les parcelles voisines, j'ai tous mes éléments. Alors effectivement, si là, il y a des voitures qui sont garées, je vais devoir retourner sur site et faire des compléments. Mais on a quand même une quantité d'informations bien supérieure
à ce qu'on aurait pu avoir si on était venu faire un relevé classique. Alors j'ai pas essayé de... Bon, élévation, intensité. Voilà, on parlait de la classification tout à l'heure en fonction du retour du laser. Effectivement, là on pourrait imaginer... Alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ici les plages pour adapter et faire ressortir tel ou tel élément. On sait que le marquage au sol va plus ressortir si on est dans cette plage-là. Donc on va planifier ça. On a sauvegardé 3-4 profils qui nous permettent, si on a besoin juste de dessiner le marquage au sol, on fait vraiment ressortir le marquage au sol par ça. Là ici, la configuration qu'il a, on voit que les rustines là, qui sont au sol, elles ressortent de manière assez impressionnante. Et donc on peut faire ça pour tous les types d'éléments. Et on peut imaginer faire pareil pour la végétation. C'est-à-dire coloriser la végétation d'un certain type pour pouvoir le classifier par la suite. C'est pas vraiment par couleur, mais c'est en fonction du retour, l'intensité du signal. Lui, il applique des couleurs. Non, du signal laser, du retour du signal. Oui, en fait, ça change en fonction de la couleur de l'objet, du matériau de l'objet, si le retour est plus ou moins fort. Par exemple, un matériau qui va être sombre et très brillant, on n'aura quasiment pas de retour, et donc la couleur qui sera générée par ça, donc sur des intensités qui là vont de 20 à 50%, si le retour est en dessous de 20%, il va même pas être dans cette plage-là de couleur. Donc en fait, on a un pourcentage d'intensité qui permet de coloriser et qui fait apparaître certains éléments plus que d'autres. Grosso modo, c'est un tri par matériau. Par matériau, par couleur, ça prend en compte plusieurs choses, mais oui, tout à fait. Là, on voit que le marquage au sol, ici, il est ressorti bien plus que la voirie qui est autour. Et là, on voit très clairement ressortir en rouge les différentes plaques, etc. Donc on arrive quand même à avoir une analyse assez pointue visuellement et qui nous aide dans le traitement derrière. Il y a également l'affichage normal qui lui fait ressortir ici les trottoirs qui sont de couleurs différentes. Là on voit clairement la ligne du trottoir avec l'affichage normal qui colorise en fonction des plans. Et si deux plans sont perpendiculaires, il va les afficher dans deux couleurs différentes. C'est un affichage qu'on utilise aussi quand on fait du plan de façade. Parce que ça fait ressortir les fenêtres par rapport au plan de la façade. Donc voilà, donc ça, Recap, c'est un outil qu'on utilise vraiment beaucoup. Chez nous, tout le monde sait utiliser et tout le monde sait le manipuler dans AutoCAD. Et surtout, dans AutoCAD, il a une puissance incroyable, c'est que on peut alors, je ne vais pas forcément faire de la pub pour les IK, mais les IK utilisent un logiciel qui s'appelle CloudWorks, qui permettait, alors ils l'ont un peu amélioré, mais à l'époque, on utilisait ça, qui permettait de mettre le nuage de points dans AutoCAD et dessiner par-dessus. À chaque fois qu'on bougeait, il fallait régénérer pour qu'il réaffiche le nuage de points. Là, ici, alors je peux peut-être essayer de vous faire... C'est un peu risqué ce que je fais, mais je vais tenter. En fait, il crée des points AutoCAD, donc on peut se limiter par le AutoCAD. Ah, il crée des... Ah, d'accord, ok. Ouais, alors que là, il y a vraiment un moteur derrière, en plus, qui est un moteur d'affichage. Je vais tenter d'afficher ce nuage de points-là que je viens de vous montrer, que j'ai dans... non, c'est pas ça, c'est les environnements. Nuage. Route, voilà. Voilà, là il s'est affiché super vite, et si je veux me balader en 3D, j'ai aucun souci. Ça, la première fois que je l'ai testé et que je me suis juste amusé à faire ça, je faisais la même chose avec d'autres logiciels, l'AutoCAD il plantait en 2 secondes. Ici je me balade sans souci et je fais les rotations, les pivots que je veux, et à aucun moment il bug. C'est ultra rare les bugs qu'on a sur AutoCAD, ici c'est AutoCAD Map, avec le nuage de points. Et peu importe la taille, j'ai mis des nuages de 30 Go, j'avais aucun souci pour me balader dedans. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Et c'est un peu ce qui a fait qu'on a vraiment switché, nous, des logiciels propriétaires de nos marques de scanner au logiciel Recap. Et la transmission de ça au client, au final le client, c'est très rare qu'il demande le nuage de points. Ah ouais, d'accord. Ça l'intéresse pas spécialement. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est du plan... C'est de l'outil pour nous. Ouais, d'accord. Voilà, lui, ce qui va l'intéresser, c'est le plan. On va prendre ça, on va le remettre dans les bonnes couleurs et on va vectoriser, soit en 2D, soit en 3D. Alors, on a développé chez nous un outil qui permet de tout dessiner en 2D. Et c'est une petite routine que j'ai écrite qui permet d'aller coller tous les points sur le nuage de points. Donc, on dessine tout en 2D et après, il va aller mettre les points de la voirie à la bonne altitude. Donc, on gagne un peu de temps sur ça. Ça génère l'élévation. Ça génère l'élévation dans AutoCAD. En .NET, on a fait un petit code comme ça. Mais justement, donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour. On peut directement aller au produit qui nous intéressait, c'était InfraWorks. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai présenté ou... Okay, bon. Donc du coup, là, le traitement que nous, on faisait actuellement de notre scan dynamique, on a un traitement qui se fait, donc comme je vous disais, en dessinant en 2D, on reprojette en 3D directement dans AutoCAD. On est en train de voir comment l'améliorer. Et les pistes de réflexion qu'on a eues ensemble, c'était utiliser InfraWorks. Donc on a fait quelques tests. Et je vais vous ouvrir un projet, donc ici, un projet d'autoroute. Et donc dans la dernière version qui est la 8.1, c'est ça
2018.1. 2018.1, pardon, ouais. Qui permet de faire la détection automatique, après contrôle de notre part évidemment, sur notamment là où ça marche très bien. Donc c'était la discussion qu'on avait tous les deux, est-ce qu'il y aura d'autres éléments par la suite plus que le marquage au sol, mais en tout cas sur le marquage au sol ça marche très bien. Donc là peut-être qu'on a un petit mot à dire sur le workflow, tu avais un truc tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce... Alors attends, il faut que je reprenne mais c'est moi. Non, bouge. Si, il faut que je reprenne. Ouais, sur cette... Ça part 2018. Et ensuite, Alors, ouais, il y a eu 2018 en avril, et là, il y a eu, je pense, début juillet, c'était 2018.1. Ouais. Alors, c'est InfraWorks, il y a normalement 4 versions par an, donc je vous conseille vraiment de mettre à jour. On n'a pas les mêmes contraintes que sur des mises à jour d'AutoCAD, ou de Civil 3D ou de Revit. Il faut vraiment mettre à jour ces versions d'InfraWorks parce que les fonctionnalités à l'intérieur évoluent beaucoup plus vite que ce qui se passe dans AutoCAD ou Civil 3D. une question, est-ce que ces documents que vous avez... Oui, je pourrais communiquer, bien sûr, de ça. Et je vais reprendre la main. Une question, InfraWorks, Non, à l'origine, il y a une acquisition. Ouais. Déjà, c'était... Alors, je saurais pas vous faire tout. Je saurais pas faire tout l'historique, bah voilà, ouais. D'accord. Ah, je saurais pas dire. Justement, dans l'Explorer à la base, et c'est module avec un développement de 0, je me rappelle bien, c'est le projet Galileo, c'est le lac. C'est venu après, alors c'est tellement l'infrastructure modulaire. Il y a l'infrastructure modulaire, oui. C'est ce que j'ai connu au début. Infra 360, et maintenant c'est InfraWorks. InfraWorks, c'est revenu. Maintenant c'est InfraWorks tout court. Donc il y a InfraWorks, InfraWorks et InfraWorks. Ah bon? Pourquoi je ne partage plus? Voilà, donc juste avant que Guillaume reprenne le nuage de points et qu'on voit un peu ce qu'il peut en être extrait, je pensais que c'était bien de faire un petit récapitulatif de la méthodologie du workflow. Donc bien sûr, on a vu données brutes, on passe d'un récap, de récap on extrait du RCS, RCP, donc ça c'est des fichiers propres à récap. Et là, dans notre cas, on va aller sur InfraWorks, mais si vous avez compris, l'idée c'est de récap. On va aller vers toutes les solutions Autodesk. Guillaume m'a montré que ça marche bien dans AutoCAD, ça marche dans Revit, etc. Donc là, une fois que le nuage de points issu de récap est dans InfraWorks, déjà il y a la visualisation tout simplement du nuage de points. Ça peut suffire déjà à améliorer un modèle si on n'a pas d'autres données spécifiques pour avoir un rendu un peu sympa. Et puis là, on va pouvoir utiliser différents outils spécifiques pour les nuages de points. Donc le premier, ça va être le traitement du nuage de points pour la génération du terrain. Et ça, c'est le premier traitement préalable qu'il faut absolument faire, qui va permettre d'exploiter tous les autres outils qui sont en cascade derrière. Et là, dans ce traitement-là, InfraWorks va analyser le nuage de points et va être capable, en fonction des réglages, des précisions que vous allez lui demander, de classifier. On a parlé de classification tout à l'heure, qui est théoriquement un process manuel, en fait, ou semi-automatique manuel. Là, on va laisser InfraWorks isoler les sous-groupes de points, des nuages de points, qui correspondent à des objets, comme des laves, des voitures, des maisons. De ça, il va pouvoir isoler les objets, on va appeler les objets verticaux qui sont sur le sol. Il va pouvoir les dissocier des points qui appartiennent au sol. Et de ça, il va générer l'objet terrain à partir du nuage de points. Et ça, c'est vraiment le traitement préliminaire qu'il faut absolument faire pour pouvoir utiliser tout le reste. Alors, il y a plusieurs paramétrages qui sont possibles. L'aide en ligne, si vous voulez aller plus loin là-dedans, l'aide en ligne d'InfraWorks, elle est disponible en français. Et toutes ces thématiques sont vraiment bien expliquées. Vous avez tout le déroulement. Et il y a l'explication des réglages, des paramétrages qui sont un peu particuliers. Quand vous lancez ce paramétrage par défaut,
Un framework va vous proposer de faire le traitement en mode optimal. Optimal, ok, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a un mode réduit pour aller plus vite. Il y a un mode poussé qui va demander un traitement en calcul plus long, mais pour avoir des résultats plus précis. Et il y a un mode personnalisé qui va vous ouvrir encore d'autres paramétrages pour aller être un petit peu plus précis et personnaliser les rendus de ce côté. Par exemple, la taille limite des objets. Quand vous lancez ce traitement de reconnaissance des objets, vous allez lui indiquer quelle est la taille du plus grand objet que vous avez pour éviter que ces objets soient intégrés dans le sol. Il a besoin de comprendre quand même, il a besoin d'un minimum d'entrée pour savoir comment trier les objets qui sont des objets verticaux sur le sol et les objets qui font partie, et la partie, et les nuages, et les points du nuage qui doivent être intégrés au sol. Donc là, il y a, alors au début, quand on fait ces types de manip, il y a un petit peu d'aller-retour, il y a des tests à faire. Quand vous lancez un premier traitement, vous n'avez pas toujours le résultat que vous souhaitez. Il y a de la végétation qui est intégrée dans la topo, donc là, vous allez essayer de préciser un petit peu les choses. C'est pas non plus 100% parfait. Il ne faut pas imaginer que c'est la même chose que quelqu'un qui va passer des heures à enlever les points du nuage de points qui sont des brins d'herbe, etc. Forcément, tout ça, c'est automatisé. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre l'automatisme et le résultat le plus exploitable derrière. Donc là, il y a pas mal de paramétrage à faire. Notamment, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait qu'on peut... alors, le résultat de ce traitement, c'est un nuage de points. Un nuage de points qui aura été traité, qui aura été classifié. C'est pas toujours très clair quand on fait la manipulation dans un framework, quand on a fait des échanges avec Guillaume là-dessus, c'est pas toujours évident. Dans les paramétrages, je me dis, est-ce que je remplace, moi, un framework automatiquement le nuage de points source par le nuage de points traité, ou est-ce que je garde le nuage de points source et je mets le nuage de points traité dans une autre proposition? Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire, au début c'est plus clair, et ça vous permet surtout de revenir dans la proposition master au nuage de points source pour relancer un autre traitement dans une autre proposition jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez vraiment, trouver le bon équilibre dans les paramétrages. Il y a aussi possibilité d'exporter en RCS le nuage résultat pour repartir dans Recap, refaire des manipulations et rediffuser dans AutoCAD, Revit, etc. Le résultat, le traitement fait par un framework. Donc en fait, aujourd'hui, dans la gamme Autodesk, c'est dans un framework qu'on va trouver les traitements automatisés des nuages de points. Et il y a vraiment une équipe de développement qui bosse sur ce thème-là. Et dans les prochaines versions, on va avoir d'autres, alors là, des améliorations du workflow existant et d'autres reconnaissances automatisées d'objets à partir des nuages de points. Ça va vraiment se passer dans la framework. Donc à partir de ça, on va avoir la modélisation 3D à partir des objets des nuages de points. Donc là, l'idée, c'est de proposer en automatique, semi-automatique, à partir de chaque entité qu'un framework sera détecté dans sa classification, dans des arbres, voitures, arbres, etc. Lui, il va automatiquement vous proposer de remplacer par des modèles 3D qui sont dans la bibliothèque. Là, on est sur la logique de je pars d'un nuage de points et je veux le plus facilement possible, le plus rapidement possible, aller vers du modèle 3D, de l'objet 3D. Alors, il fait une proposition par défaut, et il va vous demander de passer en revue. Chaque fois qu'il aura détecté un objet, il va vous dire, est-ce que je remplace ce sous-groupe du nuage de points par tel objet de la bibliothèque? Je valide ou pas, ou je choisis un autre objet de la bibliothèque. Globalement, l'utilisation d'un framework, c'est vraiment cette itération de montrer en procédure sur les éléments de source, contrairement à un développement, je dirais, au niveau de développement de détail, où on a tendance à dire à quelle étape de cette niveau, etc. Et on se rend compte en fait que dans la conception d'un framework, on est plutôt avec des objets qui ont leur propre cycle de vie. Par exemple, le point, on commence par le code data qui finalement est pas très précis. Tous les objets en fait doivent vivre leur propre rythme et on parle on parle de rotation de bâtiments, par un bâtiment les réseaux, etc. Et donc, du coup, en fait, on rend compte que le workflow, c'est le workflow à peu près à chaque côté. Il va vivre dans l'extraction, et donc il va falloir maîtriser à un instant donné le niveau de précision Et ça, on retrouve aussi, nous on l'a vu sur la maquette de l'existant. En tant que géomètre, on fait que de la maquette de l'existant.
Et pour des bâtiments, on va faire un bâtiment qui va être curé. Un premier passage avant curage, on va relever de manière peu précise finalement, on va prendre des hypothèses parce qu'on n'a pas accès à toute la structure. Et un deuxième passage, un deuxième relevé, où là on va changer la maquette, on va la faire avec. Ça on le retrouve dans pas mal de choses, effectivement. Alors, moi, avec des relevés de précision différentes, on supprime ce qu'on avait fait à un instant T, on remet notre maquette qui a été faite de manière plus précise. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils peuvent faire un parallèle entre le développement de l'OD, qui sont fait par du forum, on a démontré bâtiment. On se rend compte que au niveau des travail humain et des pratiques, en fait, aujourd'hui, il faut penser le développement par objet. Et un projet d'infrastructure, souvent, on regarde l'avancement d'un projet, on va se rendre compte qu'on peut très bien avoir à la fois de l'existant, à la fois des données programmatiques, des données en cours de travaux, des données en cours de marché, et que on va se retrouver dans une maquette dont les états données, les informations de l'histoire globale vont renseigner sur les détails, les niveaux de l'utilisation qui a rendu à l'instant T sur une donc, la conclusion, c'est surtout de ne pas regarder les données bâtiments, réfléchir vraiment au niveau du développement de chaque process qui intervient dans notre développement. Ce que je vous ai affiché là, c'est les grandes lignes dont je vous parlais. Il y a pas mal de choses, ça s'est enrichi de façon assez conséquente, notamment avec des schémas qui expliquent le workflow et comment d'où viennent les données et quel chemin le plus optimal on peut leur faire suivre pour les exploiter. Avec toutes les thématiques que j'aborde, tous les liens sont dans l'aide ici, si vous voulez plus d'informations. Donc après cette partie on va dire de remplacement, alors semi-automatisé, parce qu'il faut quand même toujours valider, contrôler ce qu'il va proposer, mais par exemple le remplacement des candélabres, ça marche très très bien. Par contre, il faut le faire avec le modèle 3D du candélabre qui est dans la bibliothèque. Si ce n'est pas celui qui vous convient, il faut rentrer un autre modèle 3D, le créer ou aller chercher ailleurs, et lui faire comprendre que c'est ce modèle-là que vous voulez, et pas le modèle par défaut, etc. Après, on peut faire des affichages thématiques, des nuages de points traités. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe déjà, les affichages colorimétriques selon différents attributs des points du nuage dans InfraWorks. Ce qui va nous intéresser particulièrement ce matin, après là, ce sur quoi Guillaume va revenir, et ça c'est beaucoup plus récent, l'extraction d'entités linéaires à partir du nuage de points. Et ça n'est possible qu'après le traitement du nuage de points. Et avec l'exportation de tout ce qui a été extrait du nuage de points. C'est-à-dire que tous ces traitements, y compris donc, toutes les entités linéaires qu'on va pouvoir générer, en automatique, en semi-automatique, on va les sortir d'InfraWorks pour les utiliser dans d'autres solutions. Et là, c'est l'idée d'un workflow complet, en utilisant InfraWorks pour traiter la donnée, en extraire les objets qui nous intéressent pour les utiliser, continuer à les utiliser sur des solutions qui sont aujourd'hui plus adaptées, plus pointues. L'idée, là, c'est d'extraire les lignes de détail des voiries, par exemple, et de régénérer, reconstruire cette voirie avec Civil 3D ou d'autres solutions, Colonis aussi, qui vont nous permettre de concevoir des projets détaillés et de faire, par exemple, de la reprise d'existants en ayant extrait très précisément les bords de chaussée, les fils d'eau, les axes, les marquages, toutes ces choses. Voilà, des remarques ou des questions sur là-dessus? Donc je repasse la main pour la suite. Ok, donc là on va pas faire toute la phase de traitement qui est un peu longue. Juste je vais vous montrer, alors le linéaire tu l'as ou pas? Je l'ai pas mesuré de. Je sais plus. Voilà le bout de voirie sur lequel on travaille. Ça, le traitement donc, de nuage de points récap qu'on a inséré, il s'insère automatiquement. Le pré-traitement avant de pouvoir automatiser des opérations, là sur un ordinateur de calcul qu'on utilise pour la photogrammétrie assez puissant, c'était 45 minutes.
de traitement. Donc il ne faut quand même pas le négliger. On ne peut pas le mettre dedans, le pré-traiter, et puis attendre 2 minutes et lancer les automatisations. Il faut quand même le laisser un petit peu réfléchir dans son coin. Donc, mais bon, ça c'est normalement, quand on traite des grosses données, c'est des choses dont on a l'habitude. Donc je vais vous montrer la manière de créer le marquage au sol. Là, vous voyez qu'il y a déjà, j'ai 3 lignes que vous voyez en jaune, que j'ai déjà extrait en automatique. On voit là en blanc, en fait on a le nuage de points, et en blanc on voit le MNT du sol qu'il a créé. Il a absolument besoin des deux, et je crois qu'il a besoin absolument qu'ils soient affichés les deux en même temps pour que ça puisse traiter. Si jamais on en affiche que l'un ou pas l'autre, il va nous dire qu'il n'arrive pas à traiter et que ça ne peut pas fonctionner. Dans la liste des données, dans la liste des calculs de surface, etc., on peut geler les objets, et en fait, le fait de les geler, s'il est trop flou, il peut pas faire ce traitement. Ok, donc on a un outil ici, on l'a vu tout à l'heure, extraction d'objets linéaires. Donc manuel, je ne l'ai même pas essayé, mais je pense que c'est cliquer point par point, donc là il n'y a pas trop d'intérêt, donc on va utiliser automatique. Et il nous propose en haut à droite ici quel style de ligne on va utiliser. Donc alors là c'est pareil, on est encore en train d'essayer moi je voudrais tester ce que j'ai fait, en train de voir l'influence ou pas du style de ligne. Donc là je vais utiliser directement le marquage au sol, les pen stripe en anglais, donc je ne sais pas s'il y a une traduction qui a été prévue de ce truc-là. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des choses qui sont passées à travers. Je ne sais pas si ça va arriver. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est à cliquer 2 points sur, on va dire, une répétition. Donc je commence à un point ici et je l'arrête au même endroit de l'autre côté. Je double-clique et là, il réfléchit. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser la trajectoire, voir jusqu'où ce schéma se répète, sachant qu'il arrive aussi à continuer même si le schéma change. Moi, j'ai déjà réussi à faire, il y a du tiret, d'un coup, ça devient une ligne continue. Il arrive quand même, il le suit et il va le projeter jusqu'au bout. Donc il y a un petit peu de temps, mais ça reste très très raisonnable. Et on voit qu'il a parfaitement suivi et qu'il a créé tout le long jusqu'au bout. Alors là c'est le cas, on va dire le cas idéal, puisqu'on est sur une ligne qui est parfaitement visible de bout en bout. Et il l'a créé vraiment de A à Z. Il a été jusqu'au bout de mon nuage de points, il l'a arrêté ici. Voilà, donc là à aucun moment il s'est arrêté, il n'y a pas eu de problème. Cette ligne-là, on peut tout à fait la découper, l'arrêter, la recommencer si on a besoin. On a toutes les options dont on a besoin dans le logiciel. Et je vais vous faire la même chose, mais donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un style de ligne différent. Si je fais la même chose ici sur le marquage de droite, et que au lieu de prendre ce point marquage au sol, j'en prends un autre, mais je lui prends... Mince, je lui prends la ligne bleu foncé qui s'appelle top of curve, qui est normalement l'angle du trottoir. Et si j'essaye de lui cliquer un point et un deuxième, je laisse... Mince. Je vais le laisser traiter. Et normalement, c'est là où j'ai l'impression que dans des développements futurs, le type de ligne va influencer sur l'élément qu'il détecte, puisque là, normalement, je l'ai fait plusieurs fois et ça n'a jamais marché, il n'arrive pas à détecter le marquage au sol si je lui mets que ce que j'essaie de détecter, c'est un bord de trottoir. Donc a priori, c'est pas censé influencer, mais finalement, quand on le lance, ça influence quand même. Donc peut-être qu'il y aurait des choses... Ça, pour moi, ce serait le développement idéal, ce serait le type de ligne influence sur la manière dont il va rechercher l'élément à détecter. Donc là, on voit que ça met beaucoup plus de temps, qu'il y arrive plus difficilement. Et pour autant, j'ai essayé, donc là c'est désolé, hein, mais j'ai essayé de lancer ce bord de trottoir sur un vrai bord de trottoir, et il n'a pas non plus réussi à le détecter. Mais voilà, regardez, là il n'arrive pas du tout à suivre, il est complètement à côté, donc ça veut quand même bien dire qu'il y a un moment où le style de ligne qu'on lui impose, ou qu'on lui demande de dessiner, il influe sur la manière de détecter, ça c'est sûr. Alors on est dans une version 1, donc tout n'est pas optimisé forcément. Les marquages au sol, ça marche très très bien, mais là, pour ça, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc je vais supprimer cette ligne-là qui n'a pas du tout donné le résultat escompté. Et je vais refaire le même traitement avec le marquage au sol. Et là, il va aller assez vite et il va me le détecter normalement sans souci. J'ai problème avec ma souris, le double clic, ça ne marche pas bien. Le suspense est à son coin. Voilà, et là il a parfaitement suivi. Donc on n'a pas le même résultat en fonction du type de ligne qu'on lui donne.
Donc on peut espérer, en tout cas moi c'est ce que j'espère, c'est que dans une version 2 ou 3, on puisse détecter d'autres choses, et notamment avec les relevés des RER A et B qu'on a fait, c'est qu'ils soient capables un jour ou l'autre de détecter le centre d'un rail, ça serait parfait. Oui. Oui. Si vous avez déjà fait des relevés de corps de rue en ville, ah bien sûr, ouais. D'avis d'essayer justement avec l'objectif PCRS, que vous essayez de votre cœur de la nature. Oui. Parce que c'est je l'ai essayé. D'essayer un matériau et un fil d'eau. Je l'ai essayé hier soir, ça n'a pas marché. Non plus. Non. Parce que c'est Autodesk qui font, je ne travaille pas pour Autodesk, mais oui. Bah, j'espère, ce serait vraiment intéressant. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Donc une fois qu'on a ça, l'intérêt maintenant, ça va être de détecter d'autres éléments. Donc là, en fait, si je me balade en 3D, je vois qu'ici, j'ai une GBA ici, sur le côté. Alors le MNT n'est pas incroyable là-dessus. Il n'a pas parfaitement réussi à suivre. Ouais, c'est du sable, voilà, il y a du sable sur les bords de la route. Ben, ça, clairement, ça l'a gêné pour détecter que... En fait, ce qu'il aurait dû faire dans l'idéal, ce serait complètement squeezer la GBA et passer en dessous et continuer son MNT. Mais bon, là, il a tenu un peu compte de la GBA, mais pas vraiment. Donc, en fait, ça fait quelque chose d'un petit peu déformé. Et un autre point, pour l'instant, d'amélioration encore du logiciel, c'est que si vous regardez dans les marquages au sol qui sont très fins, il n'a aucun souci pour le suivre. Par contre, dans les marquages au sol qui sont plus épais, on va voir qu'il a tendance à dévier. Et là, au bout de 3 marquages, on arrive un petit peu sur la droite. Il reste sur le marquage. Il va se recentrer au bout d'un moment, il va repartir dessus, mais là on voit qu'il revient à peu près au milieu, mais malgré tout, il ne reste pas parfaitement au centre du marquage. Donc là, ça fait partie des points d'amélioration également de la fonction. Non, j'ai essayé pareil, ça n'a pas fonctionné. Par contre, on a d'autres outils qui nous permettent... Ouais, le MNT ne le suit pas bien, donc... ouais, je pense, possible. Alors, en tout cas, maintenant, la suite du traitement de ça va être de sortir des profils en travers, et moi d'ajouter des points aux endroits où j'ai besoin de points. Donc là, en fait, on va cliquer sur une ligne, et en faisant clic droit, on a des options supplémentaires qui apparaissent. Donc on a une première option qui est de générer des lignes transversales. En gros, ça va nous créer des points topographiques, on va dire, à une densité qu'on va lui imposer, donc sur la ligne et en le nombre de profils également. Donc ça, on va pouvoir en sortir MNT, peut-être qu'on le fera pour, oui, on va extraire le truc. Mais là, je peux faire afficher les profils en travers. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'afficher une fenêtre supplémentaire qui apparaît ici, qui est extrêmement intéressante, qui va nous permettre d'avancer petit à petit, donc en fonction de propriétés. Là, je peux lui régler, alors je sais plus où c'est, il y a une propriété, alors on peut changer l'échelle verticale, donc ça, quand on fait du profil et de la voirie, on connaît parfaitement bien ces éléments-là. On peut lui dire, alors je sais plus à quel endroit on règle ça, mais on peut lui dire qu'à chaque fois que je clique sur ma flèche, là, il me bouge de tant de mètres. Ici, je crois qu'on est réglé sur... Je sais pas, il a dû prendre une valeur un peu... Est-ce que tu te rappelles d'où on règle l'incrémentation qui fait... Ah, c'est ici. Oui. Ici, voilà. Bah, intervalle 5 mètres, ok. On peut lui changer l'épaisseur du profil aussi et la largeur. La largeur, ça va changer sur ce qu'il va nous afficher comme données. Donc là, à partir de là, moi, je vais pouvoir ajouter des points. Donc, ici, j'ai mon point. Donc là, si jamais il l'a bien détecté, mais en altimétrie, il a un petit pet, donc je peux le recaler. Et je vais surtout pouvoir lui dire, je vais prendre, je ne sais pas, à la bottom of curve, on va dire que c'est un trottoir. Je lui clique un point ici. Et je vais reprendre mon top of curve et je vais lui mettre le point ici. Donc là, j'ai rajouté 2 points. Ensuite, je passe au profil suivant. Il m'a replacé les points qu'il a essayé de mettre au bon endroit. Encore une fois, c'est pas parfait, mais il a essayé de le faire. Donc à moi de venir corriger et de le mettre au bon endroit. Donc c'est quand même par rapport. Donc nous, ce qu'on faisait à l'heure actuelle, c'est qu'on faisait dans AutoCAD, on se mettait en vue de 3/4 pour être sûr d'avoir en altimétrie le bon point, on allait le cliquer à la main. Ici, c'est quand même une vraie avancée. Et pourquoi le GBA n'a pas détecté ou il n'a pas nettoyé comme objet? Tu veux dire pourquoi il a... Le MNT, sur le MNT. Ah, pourquoi il n'a pas mis le MNT, enfin, il n'a pas fait suivre le MNT sur la... Ah, ouais, là, j'ai un objet. Je sais pas dire. Je sais pas dire. Peut-être parce que sa continuité, le fait qu'elle soit très longue, il n'a pas été détecté comme un objet isolé. Donc il ne sait pas la traiter comme un objet qui est posé sur le terrain parce qu'elle est trop
trop fusionner avec le terrain dans le sens où c'est très très long, donc il n'arrive pas à dire ça c'est ponctuel. Je sais pas. Il y a peut-être que certains paramétrages, quand on lance le traitement, permettraient de l'isoler, mais... En fait, il n'y a pas, c'est Galo, mais il n'y a pas la GBA, il n'y a pas le garage de la GBA. Oui. Oui. Ouais, on a le devant et le dessus, ouais. La GBA. Là, je fais un petit bout de traitement pour qu'on voit le... Donc en fonctionnant profil par profil, je vais pouvoir recréer toutes mes lignes caractéristiques. Là, quand je sors de la fonction, on voit qu'il m'a rajouté... Enfin, on essaye de voir en tout cas. Donc cette ligne qui est le haut de la GBA, et il y a également la ligne verte qui va être là, mais qui est cachée par le MNT, il faudrait que je lui cache le MNT. Si tu passes dessous, voilà, la voilà ici. Et là, je suis sûr à 100% de mon positionnement. Je connais l'incrémentation que je lui ai donnée, l'altimétrie, je sais qu'elle est bonne, et là, j'ai aucun doute sur le positionnement de ma GBA. Donc là, en faisant de cette manière-là, on va pouvoir traiter assez facilement plusieurs kilomètres de voirie par jour. Il remet notre point, il essaye de retrouver le positionnement automatique. Alors ce que j'ai l'impression, c'est que ça peut être encore amélioré largement. On a vu, là, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu attention, mais il ne le remet pas parfaitement au bon endroit. Je pense qu'il n'y a pas trop de développement pour qu'il réussisse vraiment bien le caler sur le nuage de points. Ça, je pense que... Oui. Faut se rappeler que c'est une version 1, ils n'ont pas encore tout optimisé, mais ça va se... Et qu'il apprenne en fonction des 2-3 fois où on lui recale à la main, qu'il y a un peu de learning et qu'ils se disent maintenant je sais j'ai vu ce qu'il m'avait demandé et je sais exactement où je dois aller le positionner. Parce qu'en plus c'est assez caractéristique, c'est un angle, il n'y a pas trop de. Je pense que assez facilement ils vont pouvoir améliorer le programme. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un modèle de celui-là directement le profil de la GBA en tant que tel. Effectivement, c'est imaginable. C'est un peu ça finalement, si on clique 2-3 points sur 2-3 profils, on va lui redonner le modèle. Après il l'aura en tête et justement c'est ça qu'on parle les deux. Ah oui, le standard. Il y avoir un modèle de GBA plutôt que de devoir être obligé de le recréer avec 3 ou 4 points pour avoir quelque chose qui soit à peu près analytique. C'est sûr. Ce sera envisageable. Ok. Voilà, on va créer maintenant le MNT avec tous les points caractéristiques. Donc je reviens sur une ligne. En fait, il faut absolument avoir une ligne qui suit la voirie pour que tous les profils soient perpendiculaires à ce profil. J'ai choisi ma ligne en fait et j'ai pris un démarquage au sol. J'ai pris la ligne centrale de la voie centrale. C'est celui-là que j'ai utilisé. Parce qu'en fait, c'est qui me sert d'axe effectivement à mon profil. Quand il va accéder à l'outil, vous allez comprendre qu'il faut forcément une ligne, c'est forcément un clic droit sur une ligne qui existe déjà dans le modèle. Alors, qu'elle soit manuelle ou automatique, il faut qu'il y ait au moins un support qui est une ligne dans le modèle. Soit une ligne dans le modèle. Voilà, ça peut être un axe. Ça c'est une bonne question parce que moi ça je ne sais pas si un axe on importe dans un framework sans pouvoir lui dire tu es une ligne, parce qu'en fait il faut que ce soit cette nature d'objet là. Et pas cet outil là, on ne l'a pas si on fait clic droit sur un axe. Il faut que ce soit une ligne, mais oui effectivement, bonne question. Donc on va faire générer des lignes transversales. Je vais pas te mettre tous les 15 cm, c'est peut-être... ouais, je mets tous les combien les 50 Oui. Si je mets ça, c'est bon? Ouais. Ok. Donc là, il nous propose élévation minimale ou élévation maximale. Je pense que c'est s'il y a du bruit sur le nuage de points, il va aller chercher dans une zone définie le point le plus bas ou le point le plus haut. Ou le point moyen. C'est en distance perpendiculaire. Dans le profil en les travers. Points qu'il va générer sur les lignes transversales. Sur chaque profil en travers. Exactement. Ouais. Les distances entre les lignes, c'est le nombre de profils en travers qu'il va nous faire. Et donc on va lui dire OK. On va, il y a un petit peu de traitement, mais il va nous générer en automatique tout un tas de points finalement sur la MNT. En fait. On va pouvoir extraire et récupérer dans d'autres logiciels derrière. Et générer des points sur la ligne. Sur les lignes en travers, les profils en travers. Voilà. Donc là, on a tous nos profils en travers qui sont créés.
Et est-ce qu'on peut vérifier que c'est bien tous les 50 cm? Ça a l'air, je sais pas si on peut vérifier comment on mesure après, un peu il faut mesurer. Après, tu as des outils de mesure qui sont ici, je pense. Là, tu as distance entre 2 points. Ah oui, mais on va l'exporter directement et on va le Oui. réimporter. Donc là, pour l'exporter, je retourne là-dedans. Exporter l'extraction. Donc là, tu veux que j'exporte quoi exactement pour... Alors, donc là, on a fait les lignes transversales, on a fait les... Je peux tout faire. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ouais, on va passer en vue, c'est intéressant. Donc déjà, le premier objet, le sol extrait, il peut nous l'exporter, alors ça va être je crois que c'est un nuage de points. Je sais plus très bien. Donc c'est juste des points du sol uniquement extraits de l'objet sol généré dans le modèle InfraWorks. Après, objet linéaire, c'est toutes les lignes générées longitudinalement. Alors, il y a des flèches rouges pour les formats, mais en fait, il n'y a pas le choix. Hein. C'est forcément pour l'instant, en tout cas. Je pense que c'est un signe qu'il y en aura peut-être qu'avec l'évolution et les demandes, il y aura d'autres formats, mais pour l'instant, les exports sont forcément à ces formats-là. Donc, c'est du shape pour les lignes longitudinales. Donc, tous les points qui ont été générés sur les lignes transversales, ça va être tableur, CSV. Et vertical, ce qu'il appelle vertical, c'est l'implantation de chaque objet spécifique qu'il a su isoler dans le modèle. Donc ça va être un point qui sera le point d'implantation, on va dire, de chaque modèle 3D. Et voilà. Et le système de coordonnées, on peut changer le système de coordonnées si on le souhaite. Là, par défaut, le CC49, on va éviter de le faire, il n'y a pas de raison qu'on change le système. C'est le système du nuage. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, et puis tu vas mettre ça sur... Alors en fait, non, on va pas avoir la distinction, je crois pas, ligne par ligne. Ce qu'il va faire, c'est les points qui sont sur la ligne qui va exprimer. Vous voyez bien, Ouais. vous voyez bien la force de la là, non, parce qu'en fait, si on veut vraiment tout le détail, il faut demander que les points soient très serrés. Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec... parce qu'il a demandé tous les 50 cm. Là, il part en travers, il y a plusieurs points. Sur l'extérieur, par ici, là? Je vois qu'il n'a pas retrouvé le profil qu'on avait tout à l'heure. Non, il n'a pas été recréé un point d'intersection. Oui, d'accord. Mais comme tout à l'heure, quand on faisait apparaître des profils, Oui, oui. on détectait bien. Mais c'est décorrélé, là. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on a fait dans le profil en long. Ah ouais. Bah oui. Mais c'est deux choses différentes. Pour générer cette ligne transversale, il va s'appuyer sur l'objet de terrain naturel qu'il va créer. Si on veut travailler en précision sur le nuage de points, il faut rouvrir l'outil qu'on a vu courbe transversale et générer toutes les lignes dont on a besoin pour avoir tous les points de cassure dont on a besoin pour remodéliser dans l'outil qu'on veut utiliser après. Là, les points sont issus de la qualité. Là, on voit les lignes transversales, on voit qu'elles s'appuient sur le terrain naturel, sur l'objet terrain naturel généré par InfraWorks et pas sur le nuage de points. Attention, pour recréer un MNT maillé parfaitement. Il y a le nuage de points qu'on interprète et en fait le workflow c'est il traite le nuage de points, il en extrait un objet terrain et les lignes transversales s'appuient sur l'objet terrain. Si je veux faire du travail plus précis sur le nuage de points, c'est à moi de générer les lignes avec soit en automatique s'il y a du marquage ou avec fil de bordure, etc. Bon ça marche, ça dépend. Ou alors de rouvrir la section et de générer les lignes là où j'en ai besoin. Exactement où j'en ai besoin. Donc si je veux remodéliser ma GBA, en fait, dans ce qu'on va faire dans Civil 3D, effectivement les points des lignes transversales ne vont clairement pas être corrects. Ce qu'il faudrait, c'est que je sorte les lignes, toutes les lignes des cassures de la GBA en ligne longitudinale. Et là j'aurai exactement la forme de la GBA. La ligne transversale, ça fait un grand chose. Ça dépend de la précision du terrain tel qu'il est généré. Effectivement, sur cet exemple-là, on voit que la génération du terrain au niveau de la GBA, il n'est pas bon. Donc effectivement, je n'utiliserai pas cet outil-là pour récupérer la forme de la GBA, c'est clair. J'utiliserai plutôt des générations de lignes transversales, puisque je sais les placer correctement bien là où il faut. Sur d'autres exemples, si on modifie les paramètres et qu'il arrive à nous générer un objet terrain plus précis, dans ces cas-là, les lignes transversales peuvent être plus pertinentes. Tout dépend de ce que vous obtenez dans le traitement automatisé du nuage de points dans InfraWorks.
Voilà, du coup, il y a toutes les données là. Ok. Je vais faire ça. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et je vais basculer. Merci. Alors, je reprends la main. C'est pas ça. Donc là l'exemple on va le faire dans Civil 3D. On pourrait faire la même chose avec Covadis ou d'autres outils, puisque les formats, on a vu les formats qu'on sort sont assez standards, hein, c'est du Shape, du CSV, sur l'utilisation c'est assez basique. Donc si je repasse dans Civil 3D, la première chose que je vais bien contrôler, c'est comme j'ai un géoréférencement que je veux garder, que je veux bien conserver dans mon workflow, je fais bien attention à être dans le même système de projection que ce que j'avais dans InfraWorks. Donc c'est dans CC49. Okay. Et puis, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc déjà, alors effectivement, on a un RCS. Donc ça, je pense que c'est la partie, la première partie, le nuage de points qu'il a. Alors c'est un autre nuage de points qu'il a régénéré à partir de l'objet sol, de l'objet terrain. Donc je vais attacher. Le RCS. Ok. Ah. Tu partages une application. Tu avais dû partager avec ton point juste. Ah. Écran. Ah. Attends, la vue du public, comment est-ce que je vois? Ouais, ici. Non, c'était là, pour l'écran, partager ton écran. Tu as dit arrêter l'écran. Commencer à partager. Merci. Ok. Merci. Donc vous voyez ici, c'est quelque chose de beaucoup plus... Ah, on voit rien du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Attends, non, mais je vais mettre en vue. Voilà. Donc c'est encore un autre nuage de points qu'il a extrait uniquement à partir de l'objet terrain. Donc l'idée ici, c'est si ça c'est pertinent pour remodéliser la topo dans l'application que je veux utiliser, c'est une possibilité qui m'est offerte. Je peux aussi, vous souvenez-vous tout à l'heure, utiliser le résultat direct du traitement du nuage de points tel qu'il a fait dans son premier pré-traitement InfraWorks. Là, c'est quelque chose d'encore plus simplifié. Je peux m'excuser si je ne suis pas topo. Ok, alors j'en étais avec des maps encore. Oui, non, mais c'est savoir un peu vers quoi il apporté. Attends, je vais porter mon shape là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me demande? Attends. Importer polygone. Exécuter, importer polygone, système de coordonnées. C'est pas mon interface habituelle ça. Les polygones comme polyline fermée, non. Système de coordonnées. Ah c'est bon, c'est bon. Ça c'est les options d'importation. Ouais, ok. Exécuter. Tac. Hein donc, le gros du travail qu'a réalisé Guillaume, donc toute l'extraction des lignes
toutes les entités linéaires qui ont été exportées en shape, quand on les ramène dans Civil 3D, on obtient des polylignes, en fait des polylignes 3D, qui viennent donc sur le nuage de points light qu'on a aussi récupéré. On va aussi pouvoir insérer, alors qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a le CSV, on a les points. Donc je vais lui demander aussi d'importer les points. Ok. Ici. Tous. Ok. Donc là. Ouais, X, Y, Z. Normalement c'est les. J'ai mis des blocs d'arbres ou quoi, et passer en 3D, sur AutoCAD Map, pas AutoCAD tout court, il plante complètement. Et ça, on a déjà remarqué qu'on a essayé de bosser en 3 dimensions avec un nuage et des points Topo Covadis et des blocs de plaques ou quoi que ce soit, et ça, c'est impossible. On peut bosser en 2D, en style visuel 2D, vu du dessus, il n'y a pas de souci, ça bouge très bien. Et dès qu'on se met en 3 dimensions, c'est... Donc là, j'ai essayé de faire une première approche de régénérer donc la surface de la chaussée qui m'intéressera à travailler dans Civil 3D. Donc ça peut être le premier jet, ça peut être je crée une surface et j'insère les lignes de rupture qui sont ces fameuses lignes là que je sélectionne qui viennent donc d'InfraWorks. Donc ça peut être une première triangulation de travail. On peut définir le pas des points, ça c'est bien. Tous ces points là, tous ces points là. Non, les points des lignes. Aujourd'hui, il fait les bas, les X-Mètres. Non, ça me parle pas. La longueur de... Oui, je comprends. Oui, on a vu tous les, tous les points. Et je ne sais pas sur quoi ils se basent pour caler ces distances. Ouais. Donc voilà le principe. Après, on rajoute des points, on a fait des travers pertinents. Là on a vu qu'ils ne sont pas à cause de parce qu'ils n'ont pas intégré la GBA correctement. C'est pas lié avec le dessin de la... Quand on regardait là, il met pas un point. C'est pas en fonction de ce qu'on a cliqué. Je pense que ça dépend peut-être de la courbure ou quoi, peut-être qu'il en mettra moins. On va voir. Il met un point et... C'est pas régulier là. C'est pas cette fenêtre. Ouais. C'est pas loin de cette fenêtre. J'avais une question, excusez-moi. Oui. Je peux intervenir, oui. Une question concernant le traitement des nuages de points dans lequel seraient présents des surplombs. Par exemple, par rapport à une route, une partie de falaise qui se trouve au-dessus en surplomb, et sur laquelle on doit travailler, notamment dans mon domaine pour les ouvrages d'art, on doit venir taper dans cette partie-là ou l'exploiter pour savoir quelle est sa forme. On ne peut pas faire de triangulation automatique dessus, notamment la triangulation de Launay, là, comme vous faites là, parce que les points avec des XY, même XY et 2Z, ça ne va pas. Donc est-ce que vous avez des pistes pour traiter ce genre de choses, notamment sous Civil? Moi je l'ai fait uniquement les nuages de points en générant des coupes en fait, en utilisant les plans d'évitation avant-arrière pour avoir une tranche de nuages de points et matérialiser manuellement ou en essayant l'outil automatique, de temps en temps ça marche à peu près bien, pour avoir les coupes. Et puis après pourquoi pas s'en servir pour fermer la polyligne générée et faire ensuite des solides par les fonctions de lissage ou autre. Mais est-ce que vous avez une fonctionnalité en tête qui serait plus simple pour exploiter ce genre de situation? En cas de surplomb... L'idée étant après, évidemment, de calculer des cubatures. Oui, je comprends bien, oui. En cas de surplomb, oui, on est forcément par défaut limité par les propriétés des surfaces qui ne peuvent pas se refermer sur elles-mêmes. Une surface ne peut pas être en surplomb sur elle-même. Donc là, je ne vois pas trop, en passant peut-être par des solides, mais du coup, c'est un workflow qui est quand même assez particulier, là, générer des solides 3D. Actuellement, les fonctionnalités, voilà.
les fonctionnalités nuage de pointe, d'exploitation nuage de pointe. Donc comme on peut trianguler, générer une surface quand ça se passe à peu près bien, il n'est pas de fonctionnalité qui permette justement de générer des solides ou quelque chose comme ça qui permettait d'exploiter et de sortir donc les renseignements concernant les surplombs, quoi. Il n'y a rien pour l'instant. On doit passer par des fonctionnalités en automatique, avec les fonctions qu'on a vues ce matin, qu'on a évoquées ce matin, je vois pas. Non. D'accord. Moi, quelqu'un ait une idée sur beaucoup, mais là, je vois pas. Donc ça veut dire, oui, qu'il faudra trouver un mode de traitement en particulier. Ouais. Oui, manuel. Ouais. Générer plusieurs surfaces, je sais pas. Ah, mais si on fait plusieurs surfaces, on ne peut pas les ajouter les unes aux autres, quoi, les coller les unes aux autres, puisque ensuite dès qu'elles se retournent sur elles-mêmes, ah oui, je dis bien, ouais, je dis plusieurs surfaces. Il faut passer par du volumique, par exemple. C'est ça, oui. Et je dis plusieurs surfaces. Du volumique, ça marche, mais la même surface pour un plan sur elle-même. Mais oui, non, là, je vois pas de... Ouais, ouais. Oui, mais en fait, oui, alors... Ouais. Vous avez entendu la remarque du module géotechnique? Non, justement, tu peux me relayer. En fait, non, j'ai pas entendu. Nicolas Ragel précise que il y a un lien avec les fonctions du module géotechnique dans Civil 3D. Alors, je sais pas si... Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, on peut rajouter en 3D un module géotechnique qui est un utilitaire qui va permettre de modéliser les couches géologiques d'après des données de sondage. Cet utilitaire, il est bête et méchant. Il fait que trianguler à partir des points X, Y, Z qui ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire qui ont été reconnus comme tenant aux mêmes couches géologiques. Voilà. Et c'est juste des triangulations, donc des générations de surface, les hauts des couches, le haut des couches, le bas des couches. Et quand on s'intéresse à une géologie un peu chahutée, pareil, quand on a des plis, tout de suite, c'est problématique, c'est que déjà l'outil géotechnique, le module géologique, il ne sait pas traiter ces choses-là. Et de toute façon, il travaille, c'est des surfaces de 3D, donc un pli géologique, on ne peut pas le faire. Parce qu'une surface ne peut pas être formée sur un pli, ne peut pas être en surplomb sur un pli. Donc on a cette problématique. Effectivement, l'outil géotechnique, il marche pour quelque chose de très basique, logique, c'est-à-dire des strates de cuillère, on ajoute des variations d'épaisseur. Voilà, ça va pas plus loin. Il y a une petite astuce, un workflow qui permet de lisser les couches géologiques pour qu'elles prennent le même aspect que le terrain naturel, que le sol. Des fois, ça permet d'améliorer tout. Mais on n'est pas dans un outil hyper pointu sur de l'analyse géologique. À ma connaissance, il n'est pas possible d'aller plus loin. Ce que je peux dire, c'est une société qui s'appelle Kinetics, qui est spécialisée, qui a ses outils, et qui vend ces outils de modélisation géologique géotechnique, qui eux permettent d'aller beaucoup plus loin. Là, en fait, le développement en commun entre Autodesk et Kinetics, voilà, c'est ce module basique, on va dire. Kinetics, c'est K-E-Y-N-E-T-I-X. Kinetics. Eux, par contre, proposent, bien sûr, des outils qui vont beaucoup plus loin. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. C'est décalé. Dans AutoCAD, c'est pareil. Et nous, on l'a tout le temps, et on a fini par se dire, tant pis, on sait que c'est décalé, on se débrouille. Ce qui importe, c'est vraiment le snap et pas le curseur. Donc on sait que le curseur est là, le snap est là, et puis bon, on fait avec, quoi. Et moi j'ai 30 personnes qui viennent me voir au boulot pour me dire, mon ordi marche pas, il fait ça. Oui.
Oui, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. Je l'ai, hein, je viens de faire le test là, je toujours. Et en fait, ça va en consommant. Et Ouais, du coup, c'est intéressant. Hein. D'accord. Tu peux le montrer ça. De régénérer un nuage de points en temps local, de venir le replacer dans ce cas dans les coordonnées. Et là, on a un nuage de points qui a des petites coordonnées, on va dire, dans la structure, mais qui est dans des grandes coordonnées locales, et là, il y a des problèmes. Après, ça snap quand même au bon endroit malgré tout. Hein. C'est pour choper le point. C'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais. La journée, c'est complètement décalé. On le voit, là il a ajouté. En fait, plus on zoome, plus c'est compliqué. Ah oui. Là, il est complètement à côté. Mais une fois, en plus, c'est même pas, enfin, ça change. Il va tout autour. C'est pas régulier. Parce que même si là, je le déplace à 0,0, je vais quand même avoir le problème. Il faut vraiment que la structure du nuage de points contienne des petites coordonnées. Le seul moyen, c'est de retourner dans le LCL qui gère les nuages de points. Après, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on a quelque chose qui est bien géoréférencé de devoir travailler pour faire exprès de le mettre à 0,0 alors qu'on a fait tout le travail de géoréférencement. D'accord. Ah, mais ça, c'est... Mais ça, donc ça, c'est que dans Civil, ça fait pareil ou pas? Ouais, map, moi j'utilise que map et ça me le fait. Ouais. D'accord. Mais c'est pas joué au nuage de points, c'est lié à toute géométrie dans les bandes organiques. Il y a un principe précis de comme ça quand on utilise certaines commandes d'extraction qui refusent de s'extraire parce que c'est des mais quelques géométries, tout c'est pas que là on accroche pas le bleu. On accroche le bleu, ouais. On accroche vraiment le snap. Mais ça, les gars, chez nous, ils le savent et j'ai pas de solution à leur proposer. Quoi. Je ne vais pas recoder AutoCAD, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est assez galère. J'ai envie de rebondir sur ce que dit Guillaume Média. Effectivement, les histoires de grandes coordonnées, ça pénalise tout le monde, notamment les ajustés prolongés. Dans tous les logiciels, il y a des soucis. Avec le noyau AutoCAD. Je rebondis justement sur l'histoire de translation que fait Guillaume dans son logiciel de traitement de nuage de points. Cette histoire de translation, on la propose dans un document de changement de système de coordonnées, de création sur mesure, et de ramener, entre guillemets, des Lambert proches de 0. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire tronquer les premiers chiffres? Oui. Je crois qu'on a même créé des coordonnées d'âge d'eau. Je vais créer un sujet de la sorte. Et ça, ce problème-là, on le retrouve aussi dans les logiciels dans plein de logiciels, notamment le logiciel de calcul d'assemblage de scan fixe, où si les coordonnées sont trop grandes, il va tronquer, mais vers la fin, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, il va nous afficher par exemple que au mètre. Il va squeezer tout le reste. Et donc notre nuage, dès qu'on le bouge un peu, il va faire bouger, mais à chaque fois d'un mètre. Et tous les points font le nuage vibre en fait. Et dès qu'on le bouge, on le voit vibrer. Donc j'avais des choses exactement pareilles. J'enlevais, je tronquais les premières coordonnées. Et au moment de générer le nuage de point final, je faisais une translation de cette valeur que j'avais tronquée. Mais on est toujours obligé de contourner ce problème-là. Par exemple. Ah, il faisait ça, oui. Lambert Carto, oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire comme ça. Oui. Avec la première il les ajoutait 1, 2, 3, 4 millions, c'est bon, on peut faire Lambert Carto 1, 2, 3, 4 pour différencier les Lambert 2. Parce que Lambert 2, c'est super tôt. Super tôt, quand on est dans 400 000, les Lambert Carto ajoutait 1 million pour Carto 1, 2 millions pour Carto 2, en Y, de manière à différencier les Lambert 2. Lambert pour les coordonnées. C'était simplement pour pouvoir superposer et savoir si on était effectivement dans Lambert zone de Carto 1, 2, 3. Parce que sinon, avec le Lambert zone de cours, on n'était pas capable de savoir dans quelle zone on était. Du coup, le problème se pousse plus trop maintenant, mais... Donc, a priori, la solution, c'est G. Ce qui est dommage, c'est que... Ce qui est dommage, c'est que, par exemple, si on se met en Lambert zone et qu'on met deux polylines, dont une fait moins de 10 cm, on ne peut pas ajuster sur une autre. Donc ça, c'est tout bête, c'est le problème des codés chez Autodesk, ils ne veulent pas le corriger. Le problème, c'est que si on fait la même chose avec des axes civils, ils savent le faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème technique, c'est juste un problème politique. Donc la question, c'est effectivement, comme ça concerne 0,01% des utilisateurs travailler avec des grandes coordonnées, enfin,
souvent plus, donc c'est un peu de souci. Et techniquement, vous prenez deux polylignes, si une fait moins de 10 cm, vous pouvez pas l'ajuster sur une autre, vous transformez les deux en axes civils, vous pouvez les ajuster sans aucun problème. Donc les algorithmes sur leurs objets à eux et sur leur réimplémentation des API d'intersection sont capables, ils savent le faire. Il faut juste qu'ils sachent le faire dans AutoCAD, qu'ils veuillent le faire dans AutoCAD. Ça fait des gens qui tapent dessus, mais ça marche pas. S'il y a moyen. Je crois que plus ça avance, moins il y aura de chances que ça arrive. Je pense qu'on va pas arriver. C'est vrai que c'est embêtant ce cas sur les développements, parce que AutoCAD, c'est des qui quand même sur le développement, et quand les utilisateurs voient ça, ils sont assez déçus, ils peuvent illustrer. Dans un bâtiment géoréférencé, on ne peut pas dessiner deux pelotons qui font moins de 10 cm, sinon on ne peut plus ajuster les bords de ligne. C'est deux murs avec deux traits parallèles de 10 cm, on ne peut pas les ajuster. Quand on a expliqué ça au support Autodesk, on dit que vous n'avez qu'à pas mettre le bâtiment en géoréférencé. C'est pour ça qu'ils ont créé la limite. Non mais... Et derrière, le cas est résolu, il faut juste donner une solution. Je suis un peu énervé contre ça. C'est dommage, c'est dommage. Oui, C'est dommage surtout qu'ils savent le faire. C'est pas un problème technique. Le problème sur technique, on dirait qu'il y a un problème métal. Ils savent le faire, donc ils veulent pas le faire. C'est ça qui nous embête. Quelle idée, ça. Ils veulent pas le faire. Objectif. C'est tout simplement parce que 99, la partie map et civile concerne un tout petit peu des utilisateurs. Les outils civils ont été redéveloppés spécifiquement pour. Les utilisateurs de map qui utilisent des fonctions AutoCAD comme ajusté et prolongé, ça représente 0,01%. Et donc on est en bas de la pile des modifications et du nombre de personnes intéressées. Ça c'est valable pour plein de choses. Dans map, il y en a partout. Pour si demain on dit si on développe cette fonctionnalité et on vend 100 000 licences map supplémentaires, c'est fait dans les 2 heures. C'est pour ça qu'on voit que map a beaucoup évolué. Okay. Pourtant, il y a plein de choses dans Map. Hein. Les données d'objets, rajouter des types de champs, rajouter un type de champ de date dans les données d'objets, ça leur prendrait 4 minutes. J'ai Gwenaël, je l'ai relancé plusieurs fois là-dessus, mais ça n'a jamais réussi à percer. Il y a des choses qui arriveront jamais, et c'est comme ça, il faut qu'on les... Ok. D'autres remarques sur... Alors je... Désobligeant sur... Non. Ouais, donc je vous répète, ces fonctionnalités, là, ce qu'on a vu dans Infraworks, on est vraiment en demande de retour. N'importe lequel, bon ou mauvais, mais on veut vraiment faire avancer ces outils-là. En fait, suivant le zoom, il est plus au même endroit. C'est lié au zoom et puis donc en fait, celui qu'il faut viser, c'est le bleu, c'est ça? C'est vraiment le snap qui apparaît, ouais. C'est pas notre curseur, il vaut rien, il vaut que dalle. Presque l'anglais, pour basket. Finalement, la solution, c'est... Non, mais enfin, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, mais bon, nous, les gars chez nous, ils sont finis par s'habituer, on n'a pas le choix, et de toute façon, bon, on sait que c'est pas au-dessus. Ouais. Non, mais ça va, on finit par s'en sortir. Sur site 3D, j'ai aussi des problèmes d'accrochage, ça va systématiquement chercher à côté. C'est sur les projets 3D qui génèrent des objets un peu des paramètres, la fréquence, voilà. Et en fait, quand je veux cliquer sur un coin d'une structure, par exemple, sur un pinot, ça va systématiquement cliquer un petit peu à côté. Alors c'est juste de l'affichage, c'est pareil, parce que si je suis en envers... Mais avec l'accrochage automatique, le c'est-à-dire que l'intersection projetée, une fois, elle n'est pas activée, et une fois... Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal il y a plein de paramétrages dans les accrochages. 3D, 2D, toute la liste des je veux l'intersection, le point proche. C'est pas toujours facile de trouver le bon paramétrage. C'est censé... Et là, c'est coup, tu bascules sur l'intersection projetée ou l'intersection dessous. Et là, c'est le point d'appareil de l'accrochage d'objet. Des fois, ça peut arriver. C'est pas logique aussi, hein. C'est peut-être dans la top list en dessous, juste au-dessus des volumes. Il n'y a pas que ça, je pense que sur la liste. Bon, je vous propose d'aller déjeuner.